Ça y est. 7 heures. Comme un petit goût de reviens-y. Bonjour. Bonjour. Vous vous levez à quelle heure le matin ? En week-end ou quand on travaille ? C'est vrai que j'ai jamais travaillé. Alors je me lève Moi je suis étudiant. autour de 8h. Ah non, c'est café à 10h. Moi généralement je me lève 8h moins le quart. Moi de matin, Non, je suis pas trop du matin, effectivement, mais pour me force à me lever le matin. 6h. 9h30, mais je fais une demi-heure de gym. J'ai eu des coups de pompe, oui, donc, mais ça passe, ça dure quoi ? Puis j'avais les enfants à préparer, alors là c'était... Ouais, c'était du travail. Je me levais 8h moins le quart, c'était dur. Hein. Et oui, ça y est, il est 7h01 à mon horloge, à Radio Canu, mais il est 7h pile à l'heure de mon téléphone. Bonjour, quoi qu'il en soit, qu'importe l'heure, on est lundi. Et lundi, parfois, c'est amer. Lundi, il vient nous tirer les corps de nos amours, nous forcer à bosser comme l'enfer du matin jusqu'au soir. C'est lundi, et le mien, il est pas à la mer. La tête perdue au creux des jours, je remarque que les lundis passent et qu'on n'est même pas en hiver. Pourtant, dehors, la métropole a déjà mis le monde sur le trottoir, histoire de faire prendre le grand air à celles et ceux qui ne peuvent pas se payer des vacances. Cette année, c'est Noël à l'orange amer. Et les maires qui te donnent envie de repeindre la mairie en vert, malgré son étiquette écolo, il te fout la mort ce lundi. C'est lundi, et ce lundi c'est à l'envers. On lutte contre la routine, on chante encore comme si c'était hier, on va décider de rester cloué au lit. Ce matin, on va pas se lever parce qu'on est en mer. Ce lundi, on reste à côté de son amour. On appelle avant d'aller bosser sa mère, on prend soin des gens qui sont encore vivants. Ce matin, on arrête tout et on se recouche. Dans la matinale de Radio Canu, ici, c'est Costia qui vous parle. On arrête tout et on se recouche. Et si c'est trop compliqué, que t'as un patron de gauche aussi terrifiant qu'un milliardaire appauvri, alors mets-toi au fond du bureau, comme au fond de la classe. Que tu sois prof ou élève, colle-toi au radiateur, mets tes écouteurs, fais chuter les bénéfices en courbe verticale. Une courbe d'effort horizontale, sourire jusqu'au lobe frontal. C'est l'heure de dormir debout. Ça y est. 7h04. Te voilà monter dans le train de la matinale, dormir debout. Ce train, t'as pas choisi de monter dedans. T'es tombé dessus par hasard en allumant ton poste dans ta voiture qui roule au diesel qu'on veut te forcer à changer. Ce train, tu peux l'avoir manqué et sans t'en rendre compte te retrouver au milieu d'un rêve à côté de moi au studio. Un
casque sur les oreilles et la bonnette du micro bleu devant les yeux. Ce train, t'aurais aimé le prendre 1000 fois pour pas louper ce rendez-vous que t'avais fixé à cette gare avec cette personne. Et ce train, tu veux plus jamais le reprendre. Celui qui t'amenait à l'école. Celui qui te forçait à quitter ta ville natale pour te retrouver dans un internat un peu miteux. Ce train, il te fait penser aux histoires croisées, aux amours ramassés, aux tickets mal compostés, aux adieux sur les gares, aux personnes qui te manquent, à la mer qui s'éloigne. Ce train, c'est celui dont tu essayes de te défaire pour amener un petit peu de quotidienneté inattendue tous les matins. Comme si tous les matins étaient un dimanche matin et comme si tous les dimanches ne se suivaient jamais. Alors que tu sois assise et assis sur une banquette, sur un carré à 4 ou accoudé au bar du TGV Inouï, ferme les yeux et pense à toutes les personnes que t'aimerais avec toi. Toutes les personnes que t'aimes dans ce train du lundi matin. Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui te disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas te dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda sur ton nom, elle va passer un coup de Tipex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève, et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention, mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu. La prochaine fois tu prendras le bus. Pourquoi tu l'aimes, Florian? Parce que quoi? on soit tout le temps à la crèche des fois. Parce qu'elle rigole, très rigolote. Ça veut dire qu'on fait des bisous et des câlins. Ouais, mais c'est ce que je lui ai dit. Mais je peux pas les dire à les autres. Pour un copain, on a des sentiments
amitié, de l'amitié, mais pour un amoureux, on a de l'amour. Le sentiment d'amour, des fois, quand on est plus grand, on se fait des bisous de tout. Et en amitié, bon, c'est pas pareil, on ne se fait pas des bisous sur la bouche, quoi. Comment on sait qu'on est amoureuse? Comment on le sent, ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du manque, mais même pas que du manque quand on est loin, tu vois. Mais pour moi, il y a un peu d'admiration aussi, quand même. Mais pas dans le sens supérieur ou inférieur ou quoi, mais... Enfin, les gens dont je suis amoureuse, je les admire un peu, quoi. Non, je sais pas. Oui, parce que je suis toujours amoureuse de mon meilleur ami. Toujours. Pour toujours. Donc il y en aura au moins une tout le temps. En fait, je sais pas, peut-être je suis amoureuse de toutes les personnes dont j'ai été amoureuse, tu vois. À part si c'est des gens qui m'ont fait souffrir. Là, les sentiments, ils ont changé, mais en fait, moi, je vois pas pourquoi. Si j'ai aimé quelqu'un, j'arrêterai de l'aimer. Et même les personnes qui m'ont fait souffrir, j'arrête pas de les aimer, juste... Je sais pas, on parle plus, quoi. Je pense les personnes dont je suis toujours amoureuse, c'est pas des gens qui étaient amoureux de moi. Donc, ça me manque pas. Enfin, ça m'a manqué quand j'étais... Au début, t'étais amoureux de quelqu'un, t'as envie que ce soit réciproque. Là, ça te manque, mais après, au bout d'un moment, ça te manque plus. Enfin, moi, j'arrive assez bien à vivre avec ça, quoi. Sinon, c'est compliqué. Moi, j'ai pas besoin que les gens soient amoureux de moi pour être amoureux d'eux. Parce qu'en général, déjà, en plus, c'est des amis. Peu importe s'ils sont amoureux de moi ou pas, enfin, tu vois, on s'aime, enfin, d'une certaine manière. En fait, je sais pas, moi, ça me paraît trop improbable que deux personnes soient amoureuses en même temps. Ça arrive quand même beaucoup plus souvent que tu sois amoureuse de gens qui sont pas amoureux de toi en retour. Enfin, qui se plaisent et tout, ça arrive souvent, mais... Et même dans des gens avec qui j'ai pas été en relation, donc j'ai été amoureuse, et qui ont été amoureux de moi, on n'était pas amoureux au même moment. Ça c'est con, ça. Ça, c'était con. Non, je rigole parce que moi, j'ai eu une histoire interminable de love qui se fait pas, genre, avec quelqu'un. Et genre, j'en ai parlé des années. Et lui aussi, genre. Et ça s'est jamais fait, quoi. C'est-à-dire, c'est fini. Non, c'est pas... Enfin, oui et non. Bah, en fait, c'est vraiment la personne que je considère comme étant mon premier amour, quoi. Donc, je ressens ce que tu ressens pour un premier amour. Donc, tu sais, au bout d'un moment, ça se... Enfin, le sentiment amoureux, romantique, il se tasse, quoi. Moi, j'ai un truc quand les gens me touchent émotionnellement, tu vois. Enfin, j'ai une sensation physique qui arrive... et c'est pas que quand je tombe amoureuse, mais ça arrive quand je tombe amoureuse aussi. Enfin, ça fait partie. Mais genre, j'ai vraiment l'impression que ma peau, elle se dilate. Enfin, même que mon corps, il fait... Je sais pas comment dire.
Et dans les organes aussi, j'ai l'impression qu'ils prennent plein de place. Enfin, j'ai l'impression de prendre plein de place physiquement. C'est trop agréable. Et ça me fait ça quand quelqu'un me touche vraiment, quoi. En fait, je sais pas comment expliquer, puisque il y a un moment où je me dis, c'est bon, je sais que je ressens des sentiments amoureux pour cette personne, mais j'ai quand même souvent du mal à identifier ce que c'est réellement, enfin ce qu'il y a de différent que mes autres sentiments pour d'autres gens qui sont pas amoureux. Mais juste, je sais, enfin je me dis, enfin je me le dis même pas en fait, juste je sais au bout d'un moment, je dis ah ouais, là je suis amoureuse de cette personne. Mais je pense aussi que pour moi, amoureux c'est vraiment un truc dans le temps, quoi. Enfin moi je suis pas amoureuse des gens de manière éphémère. Enfin, tu vois, je te parle de mes amis dont je suis amoureuse, c'est genre... c'est-à-dire je suis sincèrement et pleinement amoureuse de ces personnes. Je suis pas tombée amoureuse, c'est genre je suis amoureuse. C'est pas une action, c'est un état. La belle Hooks, elle se retourne dans sa tombe. Elle dit putain, j'ai écrit plein de bouquins pour dire l'inverse. Enfin, ça peut être une action, parce que j'ai lu ces bouquins et j'adore. Mais ce que je décris là, c'est pas ça. Docteur Cifrolo, Oui. notre patient est tombé du toit. Son livret médical annonce qu'il n'a absolument aucun antécédent de santé, quelques crises d'angoisse, et il se rongeait les ongles. Ok, bon, passez-moi l'écarteur. On va l'ouvrir, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Quelle zone il faut ouvrir en premier? Bon, je sais pas, on va commencer par regarder le ventre, l'abdomen. Est-ce qu'on peut me dire ce qu'il foutait sur un toit déjà, celui-là? À vrai dire, on n'en a aucune idée. C'est ses voisins qui l'ont trouvé au sol. On a interrogé sa famille qui se plaignait d'une fièvre. La fièvre qu'on pourrait communément appeler la fièvre du samedi soir. Il sortait, il arrêtait pas de dire qu'il voyait la même personne en permanence. Mais bon, pas plus d'informations. On ne connaît pas son identité. D'accord, est-ce que vous avez d'autres symptômes, type insomnie, crise d'angoisse, gueule de bois, pensée intrusive? On a beaucoup entendu parler de crise d'angoisse, de troubles du sommeil, peut-être une impression de tourner en rond et de ne pas réussir à se débarrasser de pensées bizarres. D'accord, un peu de dépendance affective, est-ce que je vois? Sûrement, oui. Et apparemment, d'après certains proches, il passait son temps sur les réseaux sociaux à observer les photos d'une seule et même personne. Un petit cas de stalking. Je pense que là, il faut ouvrir pour regarder ce qui se passe. Comment on procède? Alors, on va y aller directement avec la scie, on va pas se faire chier. Hein. Allez-y. Vous laissez faire. Ah, c'est dégueulasse! Ah ouais, non mais continuez, faut ouvrir plus là. On Ah, a besoin de marge. Il y a du sang d'encre partout! Vas-y, C'est continuez, pas alors, un peu plus. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, je dois avouer que c'est vraiment pas joli, là. Ouais, c'est dégueulasse. Hein. C'est même... Il y a comme, qui dirait, 3 espèces de choses étranges. On peut voir même un peu de jalousie. Je pense que ça fait des semaines qu'il est dans cet état, le pauvre. Il aurait pas pu aller consulter avant. C'est pas possible de nos jours. Vous voyez là le canal émotionnel complètement bouché? Bon, attendez, passez-moi l'aspirateur, là, on va aspirer ça. Super. On voit déjà plus clair, là, non? Eh bien, j'ai rarement vu ça, hein. On aurait dit un espèce de cas de incellite aigu. Non, docteur Perniflas, ne posez pas de diagnostic hâtif. Si on était face à un cas d'incellite aiguë, on aurait un taux de misogynie beaucoup plus élevé dans les globules blancs. Je pense pas que ce soit le cas, là. C'est vrai, désolé. C'est que je n'ai pas beaucoup d'expérience. C'est pas grave. En revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est face à un bouffon complotiste qui a pas fait ses rappels de vaccin contre les red flags. Ça va nous compliquer la tâche. Eh merde, vous voulez dire qu'il a pas fait le rappel contre la glusmanite, ni même le mansplaining, et il a pas fait le 3e rappel de déconstruction. Ah bah c'est clair qu'on n'est pas face au mari de Sandrine Rousseau, je pense. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a entre les mains? Calmez-vous, Perniflas, tout va bien se passer. Tiens, et si j'appuyais sur la rate, qu'est-ce qui va se passer? Non, faites pas ça. Putain, mais Perniflas, qu'est-ce que vous avez fait? Colmatez-moi ça, on va perdre toute l'intelligence émotionnelle, là. Jack, il en avait pas l'air d'avoir un stock énorme, le pauvre. Oui, pardon. J'ai paniqué, j'ai vu qu'elle était montée au courbouillon, alors j'ai... Ok, c'est bon, ne vous inquiétez pas. On a rattrapé le coup. Bon, on continue. Est-ce que vous avez eu connaissance d'autres symptômes? Absolument aucun. Je crois que mes compétences sont quand même assez basiques. C'est la première fois que je vois un cas pareil.
Oh, docteur Perniflas, il va falloir se mettre à bosser un peu là si vous voulez rester à la clinique Cupidon. Visiblement, il a quand même l'air d'avoir l'estomac un peu noué. Mais on peut mettre ça sur le compte du stress, vous pensez pas? Ok, bon, on va faire un peu de place et on va ranger tout ce merdier là. Alors, les papillons dans le ventre là, ça dégage, on en a pas besoin. Les étoiles dans les yeux non plus, ça obstrue la vision. D'ailleurs, en parlant de vision, on dirait quand même qu'il a une baisse d'acuité visuelle assez forte. Comme s'il était presque en train de devenir aveugle. Oui, vous avez bien vu, docteur Perniflas. Bon, je pense quand même qu'avec le nettoyage qu'on vient de lui faire, notre ami devrait se sentir mieux d'ici quelques jours. En revanche, je vois quelque chose de bien incrusté là. On va pas pouvoir y faire grand chose. Je pense bien que c'est incurable. Vous voyez de quoi je parle? Oh non. Un coup de foudre. Je pense pas que tu peux provoquer d'être amoureux vraiment, mais je pense déjà tu peux te laisser ou pas être amoureux de quelqu'un. Et je pense que on se laisse pas être amoureux de tous les gens dont on pourrait être amoureux. Et je pense que oui, après tu peux toujours construire du désir et du fantasme autour de quelqu'un. Ça se fait assez facilement, je pense. Hein. Bah, c'est pas de l'amour en soi, mais ça en fait partie un peu. Enfin, je pense que tu peux construire des choses de cet ordre-là. Enfin, tu sais, d'avoir envie d'être avec quelqu'un et d'éprouver de l'affection pour cette personne. Et... Après, moi, je sais pas trop ce que ça veut dire être amoureuse de quelqu'un. Enfin, ça peut vouloir dire plein de trucs, quoi. Donc, je sais pas si tu peux vraiment le provoquer, mais... En tout cas, je sais pas, moi, il y a des gens dont je me sens amoureuse, en fait. Mais tu sais, c'est comme quand tu dis... Personne dit ça, mais... Enfin, comme quand c'est écrit dans un livre, genre... Que t'es amoureux de... Je sais pas, d'une chanson ou d'un truc, d'un objet, tu vois. Genre, t'es amoureux d'une ville, ça veut dire que t'es dans la ville et t'es bien et t'es heureux et ça te provoque du bien-être. Et moi, ce que ça me fait, c'est que j'ai l'impression aussi que ça me... J'ai l'impression de manger du sucre, quoi, tu vois. Genre, je sais pas, t'es bien, quoi. Tu sais, comme quand t'es sous la couette, t'es bien. Enfin, genre, ça me provoque que des... Enfin, ça m'évoque que des images de choses vraiment agréables. Et du coup... Mais ça, je trouve qu'on l'emploie beaucoup pour des objets, ouais, enfin, genre une ville ou un truc ou une œuvre d'art ou quoi. Genre, je suis trop amoureuse de ce film. Enfin, c'est un truc, c'est complet, quoi, tu vois. Ouais, c'est de la plénitude. Et genre, moi, j'ai vraiment ça pour des gens. En mode, tout ce que tu pourras faire. Alors, je sais pas, de mon meilleur ami, tu vois. En fait, tout ce qu'il fait, je suis amoureuse. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près ténus, et tant d'aimer. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Tes amis que vent importe et qu'ils vantaient devant ma porte les importants. Avec le temps qu'arbre de feuilles, quand il ne reste le branche-feuille que n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, l'amour est morte. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mise en honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près ténus, et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort.
t'importe et qu'ils vantaient devant ma porte les importants. Pauvre sang et pauvre mémoire, m'a dû donner le roi de gloire, et pauvre rente. Et droit coule combis et vent, le vent me vient, le vent m'avante, l'amour est morte. Le mal ne s'est pas subvenir, tout ce qui m'avait à venir m'est avenu. Je me suis séparée de quelqu'un dont j'étais amoureuse parce que ça faisait longtemps, quelqu'un que j'aimais fort quoi, mais je suis pas sûre que j'étais amoureuse dans le sens où j'arrêterai jamais de l'être parce que je l'ai été fort, mais de toute façon je pense que je l'aimais plus de manière active, tu vois. Et après je me suis séparée de gens dont j'étais vraiment amoureuse, mais c'était pas tellement des séparations parce que il y avait pas tellement de choses à séparer, juste des choses qui se sont arrêtées, tu vois. Ça, c'est dur aussi, je trouve. Tu te sépares de quelqu'un avec qui t'es en couple, de manière exclusive ou pas, peu importe, mais où il y a un vrai objet, relation, genre, c'est quelque chose qui existe, quoi. C'est horrible, tout le monde le sait, t'as envie de crever, quoi, genre, ça fait trop mal. Mais quand tu te sépares de quelqu'un où il n'y a pas d'objet, relation, déjà, tu as du mal à employer le mot séparer, alors que, tu arrêtes quelque chose, mais tu sais pas vraiment. C'est un peu nébuleux, quoi. Tu vois, t'as l'impression d'avoir un deuil à faire, mais tu sais pas trop de quoi, parce que tu sais pas trop à quoi tu te rattaches. Je trouve que ça fait vraiment mal. Ça fait mal au cœur, quoi. Moi, ça me fait que dès que j'entends parler de l'entité en question, j'ai l'impression de me manger un mur, quoi. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de croiser quelqu'un dans la rue, tu t'y attendais pas. Quelqu'un qui t'a fait du mal ou pour qui t'a éprouvé des choses et positives et négatives très fortes. Quelqu'un dont tu t'es séparé ou quoi. Genre moi je crois que ça peut me faire tomber dans les pommes en fait quoi. Ça, c'est fort comme émotion. J'ai l'impression que genre mon corps s'effondre jusque dans mes pieds quoi. C'est vraiment pas agréable. Donc c'est des trucs, c'est horrible mais bon. Je pense que en vrai c'est important de les vivre. Même si j'aime pas dire ça parce que ça veut dire que c'est important de vivre des trucs difficiles qui font mal. D'un autre côté, je trouve ça quand même un peu important de vivre ce genre de truc parce que c'était autant d'occasions de me poser et d'être avec moi-même et de comprendre pourquoi j'avais mal et de vivre avec ça et de me retrouver seule et de comprendre la solitude et ce que ça impliquait. Je pense que toutes les occasions de te retrouver avec toi-même et de te connecter à ce que tu ressens et tes émotions, c'est trop bien quoi. C'est vraiment important.
l'ai dit à un pote au téléphone il y a pas longtemps. Et on s'était jamais dit je t'aime. Et genre avant de raccrocher, il m'a dit bisous je t'aime. Je lui ai dit oui moi aussi je t'aime. Et on a raccroché, c'était trop mignon. Ça m'a fait trop plaisir. La plupart des gens à qui j'ai envie de le dire, je leur ai jamais dit. Après dire ces mots-là et le faire comprendre, bon, tu peux dire je t'aime sans dire je t'aime, quand même. Mais c'est chouette de le dire, enfin, j'aime bien. Mais pourquoi il parlait de ça en fait? Je pense qu'on me montre beaucoup quand même. Enfin, on me manifeste beaucoup quand même. Je pense que j'ai des gens autour de moi qui sont très affectueux et qui prennent soin de moi. Et on me le dit, ouais, on me l'a dit l'autre jour, mais genre c'était trop bien quoi. Enfin je sais pas, je crois que j'ai dit un truc, ça l'a fait rire et il m'a fait genre, oh, mais je t'aime en fait, enfin, un truc comme ça. Je sais plus exactement ce qu'il a dit. Enfin je sais plus exactement le ton sur lequel il l'a dit, mais c'était hyper sincère quoi. Enfin c'était trop beau. Il y a plein de gens à qui je voudrais le dire. J'ai pas envie de choisir une personne. Je dis je vous aime, comme ça. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. Et la mer est ta mère, et l'amour est ta mère. L'on s'abîme en l'amour, aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage.
Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage. Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer, qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammer, et tous deux, ils seront sans hasard de naufrage. La mère de l'amour eut la mer pour berceau. Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau. Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes. Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux, ton amour qui me brûle est si fort douloureux que j'eusse éteint son feu de la mer. De mes larmes. Comment tu processes aussi la douleur, ou comment tu processes un vide ou une émotion forte. Et en fait, moi, depuis mes 14 ans, mes émotions fortes, je les ai processées via des sensations fortes liées au produit. Je me souviens d'une fois en janvier, d'une fois en février, donc 1 ou 2 mois après l'arrêt de l'alcool, où littéralement, j'avais envie de sauter par la fenêtre. Ou de me taper la tête contre le mur, tu vois. Parce que j'avais rien pour venir soulager la douleur, en fait. Du coup, tu te mets à t'imaginer sauter dans le vide en te disant ça au moins ça me fera passer ce que là je ressens maintenant. Pour autant, je dirais pas que j'ai des envies suicidaires, tu vois, mais il y a eu des phases où j'ai remplacé par le sexe, quoi, du coup. Mais c'est vraiment pas bien. Du coup, tu te mets à être peu regardant des personnes que tu vas rencontrer et de la qualité des rapports sexuels que tu vas avoir. Juste parce que, en effet, il fallait combler quelque chose. Sauf que c'est pas du tout satisfaisant. C'est pas du tout une vie sexuelle épanouissante que d'être dans ce rapport-là au sexe. Parce que c'était juste un rapport de compensation. Donc en fait, j'ai compensé par le sexe, j'ai compensé par mon investissement au travail et le sport. Et pour l'instant, c'est un truc qui m'aide plutôt bien, quoi. C'est-à-dire, tu sais quoi, je vais marcher. Il est minuit, c'est pas grave, je vais marcher. J'ai mon petit entraînement perso. Je vais me le faire plus régulièrement. Je vais venir créer de la sensation forte. C'est sûr que le sport, c'est plutôt cool pour ça, mais... tu vois, là, typiquement, l'autre jour, j'ai roulé un joint. Malgré le fait que ça fait 2 ans que j'ai arrêté, j'ai toujours de la weed chez moi. Et là, l'autre jour, vraiment, j'étais en mode c'est pas possible, j'ai trop envie de boire. Et j'ai roulé un joint. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'était trop un chouette moment. J'ai écouté de la musique et tout, ça m'a vachement apaisé. Et en fait, c'est que, là, moi, par rapport à l'alcool, j'en suis à ce constat-là. C'est pas j'étais addict, c'est je suis addict. Parce que ce qui s'est passé avec la weed l'autre jour, j'ai fumé mon joint, c'était trop bien. En fait, le lendemain, ça a été un combat pour pas en rerouler un. C'est-à-dire que le lendemain, j'étais chez moi et j'étais en mode putain, j'ai trop envie de rouler un joint. Sauf que cette fois-ci, je l'avais pas fait parce que j'étais en mode non, en fait, la weed, tu t'en es sorti, c'était il y a 2 ans. Hier soir, c'était exceptionnel. N'empêche que voilà, les 24-48 heures après, j'avais trop envie de consommer. Et c'était intense, cette envie de la combattre? Ça va parce que pour l'instant, j'ai beaucoup de fermeté envers moi-même et j'ai vraiment beaucoup de conviction. Et mine de rien, là, je suis encore dans la phase où j'ai jamais rechuté. Et j'ai cette espèce de sensation d'accomplissement. Je suis fier de moi. Je sens que ça me fait du bien. Et où en fait, pour l'instant, je vois bien que pour rester sobre, il faut rester sobre. Je pense aux pierres tordues de ma maison, imprimées sur une photo accrochée de travers sur le mur, tout aussi tordue d'une autre maison. Par le petit interstice entre la porte et le plancher, la fumée,
Elle a l'odeur du shit que tu viens d'allumer. L'empreinte de ton dos sur tous les draps passés à la machine et tes bras les valises aux pieds. Les pieds dans les valises. Mes épaules entourées. Mes semelles sur le cours Julien. Mes doigts dans la farine. Ton œil qui me regarde de travers par-dessus l'oreiller. Un peu de nostalgie quand j'y pense. T'es parti quand ? La porte qui s'ouvre. Et après l'explosion, le frigo vidé et le ventre qui crie famine. Mes doigts dans le sable et les vagues qui s'écrasent sur mon front. La dune, elle m'a dévalé. Il y a des villes qui m'ont avalé. Le froid qu'il fait dans cette pièce, l'heure à laquelle tu rentres. J'entends que tu rentres par les escaliers. Je suis toujours assise sur le canapé, le temps qui ne s'écoule pas normalement quand j'écoute l'escalier. Je sais ce que tu vas faire quand tu vas rentrer. Des œufs qui tombent sur ta tête, et puis tes mains dans tes poches quand tu marches. Le creux derrière mes côtes, quand j'imagine le temps qu'il me faudrait pour te rejoindre. On m'a dit qu'on ne pouvait jamais rien toucher. Et puis, le pire qui puisse arriver, c'est de savoir que ce sera toujours le même texte, écrit sur les os, qui empêche de faire un pas hors de sa rue. C'est entendre un fantôme de rire qui nous réveille. Moi, il y a des gens à qui je parle seulement dans mon sommeil. Il y a aussi l'odeur de la maison, celle qui est loin, et c'est jamais moi qui raccroche le téléphone. L'escargot sur mon bras, sa salive, qui remet en ordre les atomes, ces murs sont ma peau, ce sable est mon lit. Des restes de là-bas ici, un morceau d'océan, des sons qui me ramènent à la maison. À chaque fois derrière la paupière, les pierres jaunes, les pierres tordues, le fleuve qui s'écrase dans l'estuaire, la marche lente, les pavés, le chlore dans le nez et l'eau chaude dans les cheveux. Je sais pas comment ça marche, mais j'ai l'impression de jamais rien rattraper. À chaque fois, la balle s'explose à mes pieds. Et puis après, je traîne, je râle, mais bon, t'es toujours pas rentré à la maison. À chaque fois, te dire au revoir. Le seul qui ne ment pas d'ailleurs, te revoir à chaque fois. Je crois que tu pars avant même que tu arrives à la maison. Et tu pars dans tous les mots que je choisis. Et je me dis qu'au moins, je peux aller dormir. Mais le lait, cette voiture, mon chien, les samedis après-midi, les coquillages, l'herbe, les canettes de bière, les cahiers, ton lit en face du mien, les Pyrénées. J'y pense jamais et j'y pense tout le temps. Au chat sur le canapé et tes pieds sur le quai. Le coche, les mots, l'argent, rien. En fait, je vis pleine de vide et je regarde mes mains, vides. Je ferme mes doigts. Et je garde le vide près de moi. Il est plein de vagues et de sel. Là, cet été, il y a eu un moment où je me suis dit « Ah, mais en fait, là, j'ai envie d'une soirée, genre, à l'envers. J'ai envie de, tu sais, comme à l'ancienne, la bouteille de Jack, Fire, tu vois, à la main, de temps en temps tomber des pintes, il y a des traces, boum, se la mettre. Tu sais, vraiment s'envoyer, quoi, tu vois. Genre, là, même quand je t'en parle, là, je suis en mode, quelque part, le geste de la trace, il me manque. Parce que du coup, j'ai aussi coupé avec la C, avec la 3, les trucs comme ça. Depuis que je bois plus, parce que quand tu bois un coca et qu'on te propose de la C, bah, t'es en mode, en fait, frère, je bois un coca, tu vois. Parce que quand t'es bourré, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus excitant, c'est beaucoup plus attirant. Donc, du coup, in fine, j'ai coupé avec ces produits aussi.
Et donc ouais, là tu vois, cet été j'étais en mode mais vas-y, tu sais quoi, là bientôt je vais m'envoyer, je vais me teaser la gueule, je vais prendre des drogues et tout, ça va me faire trop du bien, je le mérite, j'en ai envie. Et à un moment, se respecter et se donner du self-love quelque part, c'est aussi respecter ses envies et se permettre de les vivre. Tu vois, piège dans lesquels je me trouve sur le plan intellectuel. Parce que du coup, pour l'instant, je sens que c'est facile d'être sobre parce que j'y arrive, parce que je suis entre guillemets dans la réussite de mon entreprise. Et je vois bien le truc où en fait, ce qui est sûr, c'est que quand je vais reconsommer, je vais forcément culpabiliser et je vais forcément m'en vouloir et je vais forcément avoir l'impression d'avoir fait une erreur. J'ai vu une addicto au début, j'ai fait un rendez-vous, c'était génial. Et alors du coup après on a calé un deuxième rendez-vous et j'étais à Paris quand j'ai reçu l'appel de l'addicto en mode oui, vous vous souvenez, on a rendez-vous aujourd'hui. Du coup j'ai bégayé parce qu'en fait j'avais complètement oublié. Et je dis ah bah non, je suis désolé, j'ai oublié, un truc muche. Elle me dit ok, bah réécrivez-moi pour qu'on recale un rendez-vous. Et en fait, il y a eu un double truc. Il y a eu le premier truc où je me suis dit en fait ça va. J'arrive à ne pas boire. Et le deuxième truc, c'est que je crois qu'aussi, quelque part, je me suis dit, elle a dû se dire, bon bah lui c'est un branlos qui est retombé, tu vois, qui reboit et qui a give up, tu vois. Rater son deuxième rendez-vous et jamais réécrire. Quelque part, c'est sûr que dans ces stats, je fais partie des gens qui sont retombés, tu vois. Mais à ce moment-là, je pense que ça me paraissait facile d'arrêter l'alcool. Parce que j'étais en train de le faire, c'était tout frais, ça faisait 1 mois et demi, 2 mois que j'avais arrêté et j'étais dans un truc, c'était un mouvement qui m'a donné tellement de confiance en moi et tellement de pouvoir d'être en mode non, je ne bois pas. Allô? Ok, j'arrive. Je raccroche, m'extirpe hors de mon lit, mets un froc, me prends le pied dans la deuxième jambe, trébuche, me rattrape à la chaise déjà branlante, cours dans le couloir, me prends le poignet dans la clé qui sort de la serrure, ma manche s'y coince, ça m'arrête net, je serre les dents, j'ai mal, j'ai qu'une idée en tête, je cours vers cette idée en rond dans mon appart. Je prends mon sac, un micro, un masque, du Malox, un t-shirt bleu et du courage. Je souffle fort, 2 fois. Je prends mes clés, mets mes chaussures les plus renforcées. Une fois dehors, je re-rentre, jette un coup d'œil au gaz, voir s'il est bien fermé. Ça serait con. Quoique la connerie se trouve bien dans l'action même de le penser un grand soir comme celui-là. Enfin, ça ne sera plus jamais comme avant après ça. Je ferme enfin ma porte, me voilà dehors. J'arrive. Pour ceux qui arrivent, je ne manquerai pas l'immanquable. Oui, j'ai pensé Sainte-Soline en restant à Paris. Rêvais d'être à Nantes depuis Lyon. Je suis de ceux qui traquent l'événement, celui dont on parlera des années durant, ceux qui sont intenables dans le métro à Charpennes quand ils voient que la sauvage est à 100 soucis, mais quand ils arrivent, ça brûle déjà à Saxe. La sensation désagréable de l'événement important où nous ne sommes pas, l'angoisse ressentie face au choix entre plusieurs expériences vécues comme des marchandises. Vivre sa vie comme une somme d'expériences, dans l'insatisfaction perpétuelle et la hiérarchisation des moments entre eux. Il va sans dire que le caca-pipitalisme y est bien pour quelque chose, ne serait-ce que dans la manière dont il manipule le terrain des affects au profit de sa course pour le capital. Nos affects, ce n'est en un sens plus vraiment les nôtres, mais le lieu que le pouvoir a choisi de coloniser par la marchandisation ou la terreur. Le capitalisme nous a fait penser que si nous vivions 2 fois plus vite, si nous prenons seulement la moitié du temps pour réaliser une action, atteindre un but ou vivre une expérience, nous pouvons doubler la somme des expériences vécues.
L'angoisse de rater ne peut être que le symptôme de son échec, l'expression de cette frustration. Plus nous augmentons notre participation au monde, plus nous sommes prisonniers d'une course sans fin sans jamais la satisfaire. Mon planning est une pratique acrobatique consistant à tout faire rentrer, même si cela ne vaut quelques sueurs ou quelques ratés. Je me trouve incapable de percevoir la force dans l'action de faire le choix de ne pas faire. Je marche vers l'endroit. Mes jambes ont une dextérité surprenante. L'adrénaline se répand dans tout mon corps. Je marche vers. Je trace une ligne droite. Aucune rue ne m'échappe. Mon cerveau fume. Mes yeux sont tranchants. Je me sens dans une surpuissance d'agir et d'être. Je rate un trottoir. Manque de me beugner la gueule contre le sac de la personne devant moi. Je redescends de mon sentiment de surpuissance. M'excuse. Je ne suis rien. Ma tête a peur, mais mes jambes avancent. Elle ne raterait ça pour rien au monde. Pendant le mouvement social entre deux manifs sauvages, les yeux rivés sur Signal pour savoir où est-ce que ça se passait, on entendait à tout bout de champ « Non mais là c'est parti en couille, ça y est, vite, on y va ». Quand on parle de révolte, de contestation, la culpabilité de rater peut sembler parfois plus grande. Culpabiliser de manquer une manif, de ne pas être là pour résister. Quand on y pense, la FOMO de la révolution, c'est absurde. C'est comme attendre à un carrefour que tous les feux soient rouges en même temps. C'est comme essayer d'appuyer en même temps sur le A, le P, le W de ton clavier AZERTY avec une seule main. Enfin, ça n'a aucun sens. La résistance ne se définit-elle pas par un arrêt, une suspension qui change le cours du temps, l'action de rendre sans effet une obligation, en quelque sorte le pouvoir de ne pas, le pouvoir de ne pas participer, de ne pas en être. Agamben en parle dans sa théorie du pouvoir destituant, en reprenant Aristote. Il dit que si une puissance de ne pas être appartient originellement à toute puissance, ne sera vraiment puissant que celui qui, au moment du passage à l'acte, n'annulera pas simplement sa propre puissance de ne pas, ni ne la mettra en suspens par rapport à l'acte, mais la fera passer intégralement en lui, comme telle, et pourra donc ne pas passer à l'acte. Il s'oppose à l'actualisation d'une puissance du faire, étant plutôt vers un désœuvrement essentiel, qui permet de lire dans toute œuvre, dans tout acte créateur, son propre désœuvrement comme sa propre puissance. Malgré tout, la FOMO gagne du terrain sur mes relations à la lutte et peut-être peuvent vite m'épuiser. Peut-être devrais-je repenser ma manière d'envisager mes luttes. J'arrive enfin. L'odeur du gaz, des poubelles brûlées me traverse comme pour me montrer le chemin. Je transpire, un petit peu. Je m'attends à l'inattendu. Je suis prêt. Les peintures fraîches sur les murs dessinent les discours de ceux qui arrivent. Il fait chaud dans ce froid. Les lumières sont crépusculaires, les lampadaires fument de leur feu. Seuls les sons attendus de l'inattendu ne sont pas entendus. Il manque les voix grondonnantes de cette masse informe d'indignés qui marchent contre. Il n'y a rien de ce qui devrait déjà submerger mon ouïe, accélérer le battement qui gronde en moi. Plus j'avance, et plus je suis épris d'une sueur froide, d'une gorge sèche, celle de l'angoisse de ne pas voir ce que je viens voir, ce pourquoi je suis prêt. Quand j'arrive enfin, tout brûle,
Une épaisse fumée blanche m'empêche de constater, il ne reste que l'écho d'un soulèvement, un énorme coup de vent qui a brisé l'ordre, un véritable tableau du désordre. Je me précipite sur mon tel, j'appelle mon camarade. L'espace entre les bips de l'appel me paraissent interminables, pas de réponse. Est-ce qu'il va bien ? 2%, je le rappelle, en vain. Je souffle fort, 3 fois. Je me mets à courir, puis m'arrête, regarde derrière moi, me remets à courir, reprends mon tel, 1%, je vais sur Signal. 69 messages non lus. Le dernier message, c'est maintenant, c'est le grand soir. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Message, votre batterie va s'éteindre dans 30 secondes. Je cours, je cours. Je crois que j'ai raté la révolution. Dans l'arrêt de l'alcool, j'avais pas envisagé qu'il y aurait un moment où en fait ça redeviendrait difficile. C'est-à-dire qu'au début j'avais des cravings, mais j'avais aussi vachement la sensation de pouvoir. Ensuite il y a eu pas mal de mois où ma vie s'est transformée et c'est devenu tellement naturel de pas boire, sauf qu'en fait les cravings ils reviennent et qu'en fait bah là ça fait 10 mois bientôt et en fait enfin là aujourd'hui je dirais je suis addict. Je dirais pas j'étais addict, je dirais pas que j'ai plus de problème avec l'alcool en fait. C'est pas parce que t'as arrêté que t'as pas un problème avec l'alcool. Dans les milieux médicaux, par rapport aux addictions, la rechute c'est pas considéré comme une exception ou quelque chose qui peut arriver, c'est considéré comme la règle. La rechute fait partie du process de sobriété et même si c'est pas un échec en soi, parce que de toute façon tout ce que t'as fait de sobre c'est déjà ça de gagner, c'est déjà ça que t'as prouvé envers toi-même. Apparemment statistiquement la rechute c'est la normalité. Du coup moi ça me fait un peu chier quand j'entends ça parce que pour l'instant j'ai l'impression justement de réussir et du coup quelque part quand on me dit ça j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête en mode bon à un moment tu vas rechuter, voilà. Mais n'empêche que tu vois je pense qu'un truc vénère, là aujourd'hui il m'arrive un truc vénère dans ma vie, je réfléchis pas 2 secondes, je rebois quoi. Ah bah aujourd'hui si je perds quelqu'un, si je perds un ami proche ou quelqu'un de ma famille ou quoi, je pense que je rebois direct. Enfin je sais pas, j'ai perdu ma grand-mère, j'en ai chié avec un mec, donc j'ai quand même eu mes petites épreuves de l'année, j'ai réussi à les faire sobre. Mais je vois bien que des fois, c'est la vie, c'est les émotions, il y a des trucs violents quoi, il y a des trucs violents et à chaque fois, je passe des très mauvaises soirées quoi, quand j'ai envie de boire et que je bois pas, je passe pas une bonne soirée. J'ai beau essayer de m'occuper et tout machin, je ronge un truc, tu vois. Non mais ce qu'il fait piquer, il faut qu'il s'éjecte, il faut la souffler, même avec un coup de soufflage. Mais oui, il va rouler. Il a voulu, je pense qu'il a voulu pas là. Il doit s'arracher. Mais bien sûr, je sais plus, avec... Normalement, incroyable. Regardez, il ne rentre pas, non. C'est dingue. Bah non, il parcourt toute la ligne de... Même Piqué, il faut qu'il aille avec la carrosserie, je sais pas, regardez. Il est observateur. Sont gonflés à bloc et te regardent. Et toutes ces personnes attendent qu'une seule chose de toi, c'est que tu les délivres, que tu puisses être celui qui poussera cette balle derrière la petite ligne pour qu'ils et elles puissent exulter ensemble. Mais moi, ce soir-là, ça s'est pas vraiment passé comme ça. On dominait, tout se passait bien, on avait la possession, l'occupation du terrain. Et moi, en tant qu'avant-centre,
je suis censé presser les défenseurs pour toujours avoir une possibilité de récupérer le ballon et puis pourquoi pas lors d'une construction d'action mettre la balle derrière cette petite ligne. Mais en ce soir, devant 80 000 personnes, ça l'a pas fait quoi. Ça s'est pas passé comme prévu. Je me souviens très bien. Derrière, le défenseur droit récupère la balle, décale une première fois sur son latéral, revient vers le défenseur central, redécale vers son latéral, on la passe au gardien, et là, le décrochage du milieu de terrain vers la défense. Il ouvre un espace, il crée un espace. Moi, je vois ce décrochage, alors je fais un contre-appel et je vais en profondeur pour me mettre juste à la limite du hors-jeu. Là, le gardien voit le décrochage du défenseur central et voit le décrochage du milieu défensif, et donc il tire une passe tendue vers l'axe du terrain qui va arriver pile poil sur la tête de notre numéro 6, de notre sentinelle, de la personne qui doit organiser notre défense. Il la décale un tout petit peu sur le côté, récupère latéral gauche qui monte, il a un boulevard devant lui, il y a tous les défenseurs qui sont pris à contre-pied. Alors moi je vois ça, je me dis, je me décale, j'essaye de m'isoler en renard des surfaces, un espèce de flegme inattendu me prend, et là je sais pas ce qui se passe. La balle centre, le gardien se trouve, elle m'arrive sur la poitrine, je me retrouve tout seul face au but avec personne, j'avais juste à la pousser au fond des filets, et là j'ai manqué l'immanquable. Je me suis pris les pieds dans le tapis, j'ai dû marcher sur mes lacets, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai envoyé mon pied en l'air comme si je voulais toucher cette balle. J'ai raté la balle et j'ai vu la balle lentement rouler vers la sortie. À ce moment-là du match, ils nous menaient 1-0. C'était la 88e minute. On avait dominé toute la partie. Et j'ai raté l'immanquable. Je me souviens encore des cris qui venaient des tribunes, des hurlements, la tristesse mélangée à la joie de nos adversaires, des enfants qui pleuraient et moi sur le terrain, abruti par la situation. Je me rendais compte que j'avais raté. J'avais complètement raté l'immanquable. Je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que je rechute maintenant? Tu sais quoi, je vais le faire volontairement. Histoire de dire, ça y est, c'est fait, tu vois. Par exemple, parce que du coup, là, je me suis fixé les 1 an. Mais du coup, la question, c'est tu fais quoi une fois que tu arrives au 1 an? Parce que c'est ce que je me suis posé comme question après 3 mois, après 6 mois. Et jusque-là, ce qui était intéressant, c'est que je m'étais trouvé une super excuse. Je m'étais dit, ah, mais en fait, chaque saison a son nouvel enjeu. Et du coup, je vais expérimenter toutes les saisons sobres. Quand l'été est arrivé et que c'était le thème de la bière blanche à 16h, j'ai pas fait comme tout le monde. Et c'était intéressant. Et là, je vois bien que là, j'ai fait ma première raclette. Là, on a mangé de la purée de patates douces. Il recommence à faire froid. Il fait nuit tôt. C'est un peu la dep. Et en fait, j'ai grave envie de boire. Et je sens que ça vient me chercher à cet endroit-là. Mais du coup, une fois que j'aurai eu la fierté de dire, bah c'est bon, ça fait 1 an, j'ai expérimenté toutes les saisons, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que je bois pour les fêtes de fin d'année ? Par exemple, je me suis dit, ah, tu sais quoi, vu que je suis sobre, je me suis dit, vas-y, je vais rester sobre. Par contre, au nouvel an, je m'éclate la gueule. Alors, encore une fois, c'est complètement puéril, mais je sens que c'est des pulsions que j'ai en moi, je peux pas les contrôler. Et je me suis dit, bah vas-y, ça peut être fun, quoi. Genre, nouvel an, tu t'éclates la gueule. Et après, tu fais pas ce que t'as fait le soir du nouvel an tout le reste de l'année. Un des trucs qui m'a vraiment amené à l'arrêt de l'alcool, c'est que quand ça fait plusieurs fois dans ta vie que tu réalises que tu peux plus être sous, eh ben à un moment, c'est plus rigolo, quoi. Ça m'était arrivé plusieurs fois à Lyon déjà, et du coup l'année dernière, au mois de novembre, j'ai été à Berlin avec un pote. Et en fait, le 3e soir, on avait beau tomber les verres. On a rencontré une meuf qui nous a emmenés au Kit Kat.
Avec elle, on a bu 6 pintes. Ensuite, on a fait je sais pas combien de shots. À chaque fois, c'était des alcools différents et tout, machin. J'étais sobre, quoi. Enfin, j'avais la sensation d'être sobre. C'est-à-dire que je ressentais aucun effet de l'alcool. Je sentais pas le truc fun. Mes sensations physiques, corporelles, la manière dont j'articulais, je veux dire, rien n'était atteint par l'alcool. Déjà, ça coûte cher. et on est sortis et je buvais verre sur verre sur verre sur verre sur verre et je pouvais pas être sous. Et du coup, je crois que oui, quelque part, là, ça m'exciterait l'idée de boire une grosse pinte à 8 degrés et d'être super sous pour 5 balles. Parce que c'est sûr qu'à l'époque, ça me coûtait plus cher. Lorsqu'on part en mer, et qu'on se retrouve naufragé, il y a une seule solution pour s'en sortir. Construire un radeau. Il se le trouve qu'il y a 2 types de radeaux. Les radeaux de type 1 sont conçus pour affronter des vents forts et des vagues hautes. Et cette catégorie de radeaux est divisée en 2 groupes. Le groupe A et le groupe B. Il appartient uniquement au chef de bord de choisir le radeau adapté à son programme de navigation. Petite information, si vous n'avez pas de chef de bord, si l'on navigue pas dans les eaux glacées, comme par exemple en Alaska, au Spitzberg ou en Patagonie, un radeau de groupe B suffit. Mais je sens qu'il y a des gens à qui ça fait peur aussi. J'arrive dans des groupes de gens, ou justement un date, ou quoi que ce soit, tu vois, les gens ils se disent « Ah ouais, il boit pas, ça va être long quoi ». Tu vois, un peu, tu sais, un peu un truc comme ça où c'est tellement la base, l'alcool, c'est tellement socialement admis, c'est tellement une pratique. Et en fait, là je te parle, mais moi-même, il y a 10 mois de ça, jamais j'aurais envisagé, par exemple, relationner avec une personne, enfin, si j'ai relationné sur le plan romantique, tu vois, genre un truc de partenariat où tu partages un peu ta vie avec quelqu'un et tout, nanana, jamais j'aurais pu envisager faire ça avec une personne sobre. Parce que là, c'est moi la personne sobre maintenant. Tout de suite, tu vois qu'aussi, il y a d'autres dynamiques. N'empêche que les gens qui bouffent des graines de chia et qui se couchent à 21h en lisant chez eux le soir, c'est pas avec eux que je m'amuse non plus, tu vois. J'aime toujours sortir, me coucher à 6h du mat, nanana. Mais du coup, comment tu survis dans ces espaces-là sans boire ? C'est une autre question aussi. Parce que là, tu vois, j'étais à la fête des vendanges en Suisse. C'est une sacrée expérience, quoi. Quand t'es la seule personne sur des dizaines de milliers à être sobre et qu'il est 3h du mat, bah à un moment, tu t'amuses plus aussi. Je vais recontacter l'addicto. En plus, cette femme, elle avait l'air incroyable. Et en un rendez-vous, elle m'a fait reconsidérer plein de trucs dans ma vie. Ouais, déjà, en un rendez-vous, t'as réussi à rester 10 mois sobre. Ouais, c'est vrai. Et bah parce que, en fait, déjà, à l'époque, elle m'avait parlé de la rechute. Elle m'avait dit... Parce que un des premiers trucs que je lui ai dit, c'est bon, bah jusque-là, j'ai réussi à arrêter. C'était tout frais, hein. Ça faisait 1 mois... ça faisait pas encore 1 mois et demi. Donc je lui ai dit, bah voilà, jusque-là, j'ai réussi à arrêter, mais j'ai hyper peur de reprendre. Et déjà, elle m'avait dit, non, mais de toute façon, en cas de rechute, nous, on travaillera autour de l'expérience de la rechute, autour de ce que ça vous a procuré, de ce que ça veut dire pour vous. Et elle disait, on travaillera pas... on les traitera pas comme des échecs, on les traitera comme des jalons dans votre parcours, tu vois. Et du coup, moi, je sens que là, il y a aussi cet enjeu où bah, plus le temps passe, plus j'aurais l'impression d'échouer si je retombais, vu que t'as fait 10 mois. Pourquoi tu peux pas faire 3 ans, tu vois. Et aussi, au début, je m'étais dit, vas-y, je le dis à personne. Au final, tout le monde me connaissait tellement que quand je débarquais et que je disais qu'on me voyait pas boire, j'étais pas crédible à dire ah non, enfin évidemment que en fait très vite j'ai dit à tous mes amis, ma famille, enfin j'ai dit à tout le monde ouais j'ai arrêté, tu vois.
Et d'ailleurs, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde qui y a cru, mais par contre, j'ai senti que tout le monde trouvait ça chouette. Et du coup, tout ça, ça me fout une pression de dingue. Parce que imagine, je rechute, imagine même je décide de reconsommer, et je décide, entre guillemets, de rechuter, sachant qu'en soi, la rechute, c'est aussi... la rechute, c'est retomber dans les mêmes schémas. Donc ça se trouve, je vais reconsommer sans retomber dans les mêmes schémas. Mais les gens, ils sont tellement pas dans ce parcours-là, ils ont tellement pas conscience de toutes ces nuances-là dans le rapport à l'addiction, que j'ai un peu peur des regards que je vais croiser ou des conversations que je vais avoir quand on va me dire « mais du coup tu rebois, nanana ». Enfin tu vois, j'ai aussi hyper peur de ça. Et je crois que c'est aussi un truc qui fait que pour l'instant je reconsomme pas, c'est que j'ai cette espèce de fierté, j'ai mon petit pins quoi, tu vois, j'ai mon petit badge de « je suis sobre » et ça impressionne. Mais le truc c'est que j'ai envie de reboire, j'ai envie de pouvoir boire un bon vin ou un bon whisky dans des occasions, dans des dîners avec des gens, un truc familial. Quand il y a une bonne bouteille, en fait, pouvoir parler de la bouteille avec tout le monde, c'est quand même cool. Et puis j'ai aussi, vraiment, je crois que je suis quelqu'un aussi d'assez hédoniste, qui est en mode, ouais, on est sur Terre, on est incarné, il y a du plaisir à prendre, prenons-le. J'ai grandi comme ça, je me suis construit comme ça. Tu déconstruis pas ça du jour au lendemain. Et ouais, franchement, j'aimerais bien pouvoir me reprendre des cuites. Comme les 3/4 des gens, hein. Les gens, ils vont au boulot le vendredi soir, ils se la mettent et ils sont contents. Et j'aimerais bien pouvoir faire ça aussi. Dans les radeaux, lorsque vous êtes naufragé, il faut que vous pensiez à équiper vos radeaux avec les équipements suivants. Une rampe d'accès, essentielle si on veut monter dans le radeau. Et encore plus essentielle si le but de ce radeau, c'est de pouvoir en descendre. Il est important de réserver une surface minimum par personne. Imaginez-vous entassés, les uns les unes sur les autres, naufragés, sans avoir de place. La surface conseillée par personne est de 0,372 cm². C'est pas beaucoup, mais c'est un radeau. Il est aussi extrêmement important de réfléchir à un arceau à gonflage automatique lors du déclenchement. Les radeaux, conçus pour une attente de secours supérieure à 24 heures, doivent être équipés avec un sac étanche et non pas un tote bag, mais vraiment un sac étanche. Autrement dit, un grab bag dans le jargon des naufragés. Dans ce grab bag, vous pourrez y stocker de la boisson, de la nourriture, des médicaments, quelques photos de personnes qui pourraient venir à vous manquer, et un plaisir. Surtout n'oubliez pas d'y stocker un plaisir. Parce que sur le radeau, il est possible que le temps paraisse un peu long. Quand je vais recontacter l'addicto, je pense que je vais vraiment lui dire j'ai envie de reconsommer, mais il va falloir m'aider à le faire. Enfin, il va falloir m'aider sur le comment. Parce que c'est sûr que là aujourd'hui, moi je me sens pas capable seul de me dire je vais reconsommer. Je vais avoir envie de boire avec les gens, je vais avoir envie de boire seul. À quel moment tu distingues que là c'est une bonne idée ou pas? Donc du coup je me dis il faudra sûrement que je me foute des règles, tu vois, très pragmatiques. Un verre par semaine ou une cuite par mois. Enfin, tu vois, je sais pas, tu vois, mais il va falloir que je me trouve des trucs clairs. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'entre guillemets, je suis dans un truc simple. J'ai dit, je ne bois pas. Là, cet été, tu vois, aux rencontres, il y a un gâteau qui a été fait, et il était imbibé de liqueur. Et c'était pas cuit l'alcool, tu vois, c'était par-dessus.
Et ça a été assez chiant de pas pouvoir en manger parce que tout le monde était en mode ah le gâteau. Et puis moi j'étais là bah je pue le seum. Et du coup, mais du coup je sais que, enfin il y a des gens qui m'ont dit ah mais ça va, mange du gâteau, nan, tu vois, tu vas pas nous faire chier, c'est de la liqueur de mûre à 15 degrés, pète un coup, enfin tu vas pas être bourré en mangeant le gâteau, tu vois. Et j'ai bien compris que ces gens-là ils avaient pas compris l'enjeu. J'ai décidé que ce produit ne rentrerait pas en contact avec mon corps. Je vais pas manger un Mon Chéri, tu vois, je vais pas manger une cerise alcoolisée. Enfin, je veux vraiment couper avec le produit parce que je sais que rien que les odeurs, je te dis là, j'ai eu cette expérience que je t'ai racontée où j'ai vu la meuf boire et ça m'a donné envie de boire. Donc, je vois bien que le moindre truc autour de ce produit-là, si je re-rentre en contact avec, ça va probablement réveiller plein de choses. Et donc pour l'instant d'avoir été très strict, genre bah ouais ce soir t'as pas de gâteau, ça n'a pas été toujours facile, n'empêche que ça a été la solution de facilité parce qu'au moins c'est clair, c'est vraiment noir ou blanc, je ne consomme pas d'alcool, point barre. Et du coup bah là quand je vais, enfin le moment où je déciderai que je vais reconsommer, il faudra voir. En tout cas je me suis dit si je reprends l'alcool, quelle que soit ma consommation, j'aimerais beaucoup faire le Dry January. C'est marrant parce que tu t'aurais parlé il y a 1 an du Dry January. J'aurais vraiment pas été tendre sur ma manière d'en parler. J'aurais dit, mais ça c'est un truc de connard privilégié, nanana, d'after worker, machin et tout. Enfin, tu vois, je t'aurais parlé comme ça. N'empêche que j'ai bien vu ce qui se passe dans la tête quand tu fais l'effort de pas boire d'alcool pendant 1 mois. Tu reconsidères plein de choses, tu réabordes plein de choses de la vie. Moi, mon premier mois sans alcool, je suis retourné au cinéma, j'ai appelé des potes que j'avais pas vus depuis longtemps parce que je savais qu'ils buvaient pas et quelque part, ça m'a permis de reconnecter avec eux. Du coup, de plus être en lien avec des gens parce qu'on a la même consommation. Enfin, tu reconsidères plein de choses. Et je pense que déjà, faire 1 mois sans alcool, c'est faire un gros travail sur son rapport à l'alcool. Donc, tu vois, par exemple, je me suis dit, ah, mais si je reprends l'alcool, c'est bon, je fais le Dry January à vie maintenant. Mais quelque part, j'ai peur, là, tu vois, une rechute, une vraie, c'est-à-dire une où je retombe dans les mêmes schémas, dans les mêmes patterns d'excès, de quotidienneté, de dépendance, in fine. Bah, j'aurais même peur de retomber dans le même truc face au Dry January. J'aurais peur de dire, vas-y, lâche-moi la grappe avec ton Dry January, je fais ce que je veux, en fait. Lorsque vous êtes perdu en mer, ou échoué sur une île, il est primordial de fabriquer un radeau. Il y a 2 types de radeaux. Les radeaux de type 1 divisés en 2 groupes, le groupe A et le groupe B. Mais il existe aussi les radeaux de type 2. Les radeaux de type 2 sont conçus pour la navigation côtière ou bien la navigation semi-haututière. Et il est primordial de les utiliser à une température située entre 0 et 65 degrés dans des conditions de vent ou de mer modérées. Si par chance, vous venez à être secouru et que votre radeau est intact et qu'en plus d'être intact, il arrive à conserver une valeur émotionnelle symbolique forte pour vous, il est probable que vous décidiez de le garder, de le conserver, pour l'entreposer soit dans un garage, ou pour les plus riches d'entre vous,
dans la marina. Si vous décidez de conserver votre radeau, il est primordial de savoir la chose suivante. Les radeaux de survie doivent être révisés tous les 3 ans. Et tous les ans, après 15 ans. Cependant, une révision annuelle est recommandée après 10 ans. Si toutefois vous survivez à votre naufrage et que vous décidez par conséquent de conserver votre radeau parce qu'il représente pour vous une valeur émotionnelle symbolique, il est primordial de réviser votre radeau tous les 3 ans et tous les ans à partir de 15 ans. Cependant, une révision annuelle est recommandée après 10 ans. La longévité des radeaux de survie est susceptible de diminuer dans des conditions de chaleur humide. C'est pourquoi, si vous vous retrouvez perdu en mer, il est primordial de fuir les zones humides. Pour cette raison, dans les zones tropicales, les fabricants de radeaux de fortune imposent une révision annuelle de tous les radeaux. Et il est prudent de se conformer à cette mesure en cas de séjour prolongé dans ces zones. Là, cet été, il m'est arrivé un truc où je me suis retrouvé dans un milieu social complètement autre. Truc vraiment beaucoup plus prolo, c'était à la campagne, de là d'où je viens à la base et tout. Et je me suis retrouvé à aller boire des coups et dîner avec une bande de collègues à mon frère. Et c'est vraiment des codes sociaux de la masculinité qui tournent autour de l'alcool. Et j'ai bien vu dans leur conversation qu'il y avait vraiment cet enjeu-là de qui va coucher qui, quoi. Et j'ai bien vu quand j'ai pas pris de l'alcool que ça avait mis un froid à la table. Et même mon frère, à qui j'avais parlé de mon parcours de sobriété et tout, qui était grave... Étonnamment, ce soir-là, devant ses collègues, il m'a dit « Ah, mais du coup, tu bois pas ce soir ?» Et ça m'a fait trop chier, quoi, j'avais envie de l'éclater. Mais parce qu'en fait, je voyais bien que lui-même, à ce moment-là, il est pris dans son cercle social et dans des dynamiques sociales, et qu'à ce moment-là, bah, moi, je matche pas du tout avec ça. Et du coup, t'es là en mode « Ok, bon, déjà, on n'a pas le même bagage culturel, social et tout. On n'a pas les mêmes imaginaires, on n'a pas les mêmes vies avec ces gens. » Et en fait, un moyen facile de m'intégrer, ça aurait été de montrer que je tiens l'alcool. Parce que franchement, de l'époque où je buvais, c'est sûr que je les couchais tous. Désolé, c'est puéril ce que je suis en train de dire, c'est un truc de fierté. Enfin, de toute façon, le moment où tu as de la fierté par rapport à ta consommation, c'est qu'il y a un problème. N'empêche que, ouais, j'ai senti que là, si je voulais m'intégrer, il fallait que je montre que j'ai une bonne descente. Sauf que, bah, je fais plus ça.
un jour parfait, les problèmes tous envolés. Dans nos balades le week-end, tellement de rigolades. Juste un jour parfait, tu me fais m'oublier. J'ai cru que j'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien. Oh, un jour si parfait, je suis heureux de le passer avec toi. Oh, un jour tellement parfait, tu m'aides à tenir le coup. Tu m'aides à tenir le coup. Tu récoltes juste ce que tu sèmes. 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 Le citron, fruit acide et amer, riche en flavonoïdes et en vitamine C. Le pamplemousse, fruit amer et riche en flavonoïdes, est reconnu pour ses propriétés médicinales. Le radis, légumes amers et riches en isothiocyanate, connu pour ses bienfaits organisme. Le chou, légumes crucifères amers, source exceptionnelle de vitamines et de minéraux. Le brocoli, autre légume crucifère amer. Le réfort, racine végétale très amère, traditionnellement utilisée en médecine naturelle. Le wasabi, pâte à base de rhizome de wasabi japonica, connu pour son goût très puissant et amer. Le gingembre, aliment amer, stimule la digestion et améliore l'absorption des nutriments. Le fenouil. Cet aliment amer possède des propriétés carminatives et antispasmodiques. Le romarin, plante méditerranéenne aux feuilles persistantes. Cet aliment amer est également réputé pour ses effets bénéfiques sur la santé cognitive.
le thym, petite plante aromatique. Cet aliment amer est particulièrement efficace contre les infections respiratoires. Le persil, herbe aromatique. Ce légume amer est particulièrement utile pour éliminer les métaux lourds et les toxines de l'organisme. Le dent de lion. Ce légume amer est particulièrement efficace pour désintoxifier le foie et les reins. T'as envie de dire un truc ? J'étais en train de réfléchir aux trucs qui me manquaient, même quand j'étais... tu sais, genre, parfois il y a des gens qui me manquent avant. Enfin, on est ensemble, je suis avec la personne, et je sais que genre, ça va se terminer dans 1 ou 2 jours, qu'on va plus se voir. Et du coup, les gens me manquent avant qu'ils soient partis, quoi. Et à chaque fois que je suis à la mer, ça me fait ça. Enfin, à chaque fois que je suis à côté de l'eau, ça me fait ça. Ça me manque alors que je suis en train de regarder. Mais c'est marrant parce que je me dis ça me manque trop et j'habite quand même pas à la mer. Donc à un moment, il faudra quand même y aller, je pense. En fait, moi, l'idée de pouvoir sortir de chez moi et d'aller me poser à la mer, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça comme idée, quoi. Dans ma vie, de ce que j'ai envie de faire de ma vie, tu vois. Quand je fais mon film un peu, voilà, alors je fais quoi ? C'est quoi ma vie ? Je suis tout le temps à la mer, quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment un truc que je peux regarder pendant des heures, quoi. Mais j'ai pas particulièrement des trucs en tête. Ah, ça me fait penser à personne, c'est sûr. Vraiment pas. Non, vraiment pas. C'est vraiment un truc qui m'appartient. J'aimerais pas que ça me fasse penser à quelqu'un, je crois. Mais à chaque fois, moi je me rappelle vraiment la première fois où ça m'a fait vraiment une émotion, tu vois, la mer. Quand j'étais à Biarritz avec ma famille. Et je sais pas, on s'était posé, je sais pas où, même pas à la plage, hein, genre juste sur le bord, quoi. Tu sais, je sais pas, t'es déjà allé à Biarritz ou pas ? Tu sais, il y a une grande promenade un peu qui monte, puis il y a le rocher de la Vierge. Bah, il y a tout le littoral et tout, il y a genre une espèce de rambarde. Bref, il y a une grande promenade, quoi. Genre ça, on faisait tout le temps avec mes parents à chaque fois qu'on allait à Biarritz. Et je sais pas, on s'était posé, je sais pas, mon père il fumait une clope, je sais rien. Mais j'étais petite, hein, je sais plus quand c'était. Et je me rappelle on regardait la mer, tu vois. Et genre moi quand j'étais petite et qu'on se promenait avec mes parents, je parlais pas du tout, quoi. Genre jamais. J'étais grave tout le temps dans ma tête et tout. Et c'était trop bien. Et ça m'avait vidé la tête, quoi. Mais genre vraiment j'ai senti genre toutes les pensées de mon cerveau s'évaporer, je sais pas. Et c'était trop bien. Ça m'avait fait une émotion de ouf, quoi. Enfin, à chaque fois que j'y vais toute seule, je me sens hyper... J'ai un mot de merde dans la tête, j'ai pas envie de le dire, mais... Non, j'allais dire indépendante, mais c'est pas ça que j'ai envie de dire, en fait, mais... Je me sens hyper... Je sais pas comment dire.
Enfin, j'ai l'impression que je pourrais rester toute seule pendant des années, quoi. Quand je suis toute seule à la mer. Parce que parfois, quand je suis toute seule dans d'autres endroits, j'ai l'impression... je pense à des trucs, j'ai envie de parler à des gens, j'ai envie de faire ceci, cela. Et à chaque fois que je vais à la mer toute seule, j'ai l'impression que je pourrais rester là, genre, des semaines entières. Et je serais trop bien. Salgado, quanto do céu são as lágrimas de Portugal por te cruzarmos. Quantas mães choraram para que fosses nosso mar. Quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Salgado, quanto do teu sal são as lágrimas de Portugal. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. J'ai pas l'impression qu'on se parle là. Moi c'est grave un élément que j'ai envie de laisser tranquille en fait, je sais pas comment dire. Je crois que ça me rassure un peu en fait. Je me dis ah c'est là, c'est tout le temps là, ça fait tout le temps le même mouvement, ça fait tout le temps le même bruit. Mais en fait je pense que c'est pour ça que ça me calme, j'ai l'impression que ça a pas besoin de moi pour exister, tu vois. J'ai l'impression d'avoir aucune influence sur ce qui se passe et que j'en aurai jamais aucune. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, par exemple, la ville, j'ai l'impression que tu peux agir dessus. Ça a moins un truc, une vie propre. Je sais pas, c'est un peu bizarre comme sentiment. Mais t'as des souvenirs de la mer ? Ouais, plein. Quand j'étais petite, à l'océan et tout. Quand on emmenait mon chien à la plage le week-end, tu vois. De prendre les vagues dans la gueule et tout. On allait grave à la plage l'hiver avec mes parents. C'était trop bien. Je sais pas, en été, j'étais allée chez une amie sur le bassin. Enfin, elle habitait là-bas. Enfin, elle habite toujours d'ailleurs. Et on était allé au Pilat, mais c'était l'été où ça a cramé. Où genre toute la région c'était en train de cramer, toutes les landes c'était en train de cramer. Et du coup, on était en bas de la dune du Pilat et il y avait vraiment la fumée derrière et tout. C'était hyper bizarre. Et moi, j'étais pas bien du tout cet été-là. Enfin,
il y avait plein de trucs dans ma vie qui faisaient que j'étais pas bien, tu vois. Et ça me touchait vraiment les incendies. Enfin, c'était chez moi, quoi, tu vois. Enfin, c'était chez moi, c'était en train de cramer, c'était triste. Et j'étais allée me baigner. Enfin, genre, mes potes, elles étaient restées là où c'était posé, quoi. Et j'étais allée dans l'eau et... Enfin, en même temps, j'étais hyper triste parce qu'on se baignait vraiment à côté de la fumée. C'était bizarre et tout. Ça faisait genre des semaines et des semaines que ça cramait. Et moi, j'étais trop dans un état bizarre. Et en même temps, c'était trop bien de se baigner à ce moment-là. Genre, je m'étais sentie trop apaisée. Ouais, j'étais restée hyper longtemps dans l'eau, je me rappelle. C'était hyper bien. Et en même temps, c'était hyper... Ouais, c'était hyper bizarre. Le contexte dans lequel on était allé à la plage, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a une chanson qui te vient en tête? Sur la mer? Franchement, il n'y a rien qui me vient. Non, j'ai vraiment pas de chanson. Non, parce que tu vas me demander de la chanter après. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de noivo no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar,
nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Trempés comme des biscuits tout secs. J'avais caché dans une enveloppe les restes de tes mains. Pas celles que tu as en ce moment. Tu sais, celles qui sont un peu dures. Celles qui laissent des marques sur le papier, sur les murs, sur les fenêtres. Les moustiques à peine rentrés finissaient à chaque fois écrasés comme un souvenir. Plaqués. Pas comme tes cheveux. Non. Tes cheveux, on peut pas les plaquer. Ils ont leur volonté propre. T'auras beau faire ce que tu veux, ça fera toujours des vagues. Des vagues. Des vagues. Et des vagues. Et pourtant, pas un bateau. Pourtant,
Jamais on n'aurait cru ne plus se le dire, l'un à l'autre. Jamais on n'aurait imaginé un jour que parce que les choses s'effritent, se cassent, se fatiguent, se perdent, jamais on n'aurait cru que ce qui était un aboiement coloré, qui fait du bien, qui fait qu'on a les doigts bleus, et d'un aboiement qui n'a pas besoin de réponse, jamais on n'aurait cru qu'il devienne quelque chose qu'on s'empêche, quelque chose qu'on n'ose plus se voir, plus se dire. Jamais on n'aurait cru s'entendre de peu à ce qu'on se rende compte qu'on se manque. Jamais on n'aurait cru avoir peur de se rendre compte que je t'aime, c'est plus qu'une monnaie d'échange. C'est plus qu'un gage de confiance. Je t'aime, c'est plus qu'une action. Ça se subit. On a beau le faire rentrer dans tous les trous, d'essayer de le faire passer par chaque petit recoin qui nous constitue, ça finit toujours par sortir, d'un coup. Comme la fois où t'étais assise, les mains dans le vague, un goût amer sur les yeux, et que d'un coup, parce que sur un ricochet d'une voiture qui passait par là, le klaxon t'a fait lever les yeux au ciel, on s'est croisés, et t'es devenu rouge. Et moi, rouge, à t'en faire chauffer les oreilles. Rouge comme si t'avais pété en public. Comme cette fois dans l'ascenseur où personne n'osait se regarder et qu'on a dû aller chercher quelqu'un d'autre, quelqu'un en plus, parce qu'on avait honte. Tu sais, la mer du Nord, j'ai peur d'y refouler les pieds, parce que t'es pas là-bas, ça me manque. On a le droit de le dire, ça. On a le droit de dire je t'aime à un ancien amer, sans que ça laisse ces vieilles traces d'amour sur le sable, les fameuses traces qui s'effacent à l'automne. Oui, ça doit faire quelque chose comme ça. C'est ça, non, les paroles de la chanson. Les cheveux trempés, comme les doigts coulant dans la bière, je joue encore avec le reste de tes mains. Il y a les ongles qui s'écoulent à l'envers et ça me fait rire. Un rire acide. Acide comme la mer, qui va, s'élance et plonge complètement par hasard. T'es parti comme un voleur en gare. T'es parti comme à la guerre, sans jamais donner de nouvelles. Le fusil accroché à ton regard, tes yeux noyés dans le verre, les recettes de gâteaux sous le bras. Les gâteaux à l'orange en terre, ou ton sourire en sel de fer, t'as le soupir facile, la chanson toujours avec la note qui manque, la voix qui flanche au même moment, le temps qui glisse en crème de tank et le souvenir d'un gros raté. Les mains perdues, les doigts amers, la tête à l'encre. Toi aussi t'es parti en mer. Toi aussi t'as la menthe à l'eau. On peut dire l'amour amer à un ancien manque. En tout cas, je laisse un message de manque à un ancien amour.